Des modèles d'IA comme s'il en pleuvait, jour après jour, des infos sur les voitures Tesla d'Elon Musk, des composants, des data centers, des infos sur la crise de la RAM et un stockage révolutionnaire de 10 millénaires, vous avez bien entendu, 10 000 ans, proposé par Microsoft sur des plaques de verre. Vous écoutez Tech Café chaque semaine, on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. On enregistre cet épisode numéro 473, nous sommes le 24 février 2026. Si vous n'êtes pas abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul, il est à la tech ce que le reblochon est à la tartiflette, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, c'est un truc qui sent fort quand même. Hein. Ah c'est vrai, c'est vrai que ça sent fort, mais c'est tellement bon avec de la crème, les pommes de terre, c'est tellement bon. Pardon. Cette saison en plus. Ça pue, mais c'est crémeux. Mais ça pue. Mais c'est vrai que c'est très bon. Allez, merci beaucoup à celles et ceux qui ont accepté de nous soutenir ou de renouveler leur soutien sur patreon.com/techcafé. Merci en particulier à Thibaut de France, Marc Chauffour, Bruno Nicoro, Romain Leclerc, Patrick et Clément Dumas. Merci infiniment aussi à nos mécènes qui nous soutiennent semaine après semaine. Wimo.com, WYMMO.com, un projet d'annonce immobilière, et Duke Analytics, une plateforme qui vous permet en entreprise d'exploiter quelque part un service data externalisé. Si vous n'avez pas d'expertise data en interne, allez jeter aussi un coup d'œil. Je vous rappelle aussi, juste avant qu'on aborde les sujets de cet épisode, à quel point c'est agréable d'échanger entre vous et avec nous. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir, en tout cas sur Discord, techcafé.fr/Discord, que vous soyez un gros consommateur, hein, on connaît les noms des gros utilisateurs Discord, ou un utilisateur plus régulier et sporadique comme je peux incarner l'être. En tout cas, il y a plein de discussions et parfois des initiatives. Il y a Thorax, par exemple, qui écrit des articles sur le gaming sur techcafé.fr, qui a pris l'initiative de lancer des rendez-vous ensemble pour jouer à des jeux vidéo, comme par exemple Among Us, et de se retrouver en ligne pour des sessions de jeux qui vont continuer à faire vivre un petit peu la communauté de Tech Café. Donc si jamais vous avez envie de jouer avec nous, rendez-vous sur Discord pour prendre part un peu au sondage et aux infos sur les disponibilités, les dates, les jeux, etc. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir expérimenter. Sans autre forme de procès, on va faire une revue d'actualité, en particulier, vous le savez maintenant, des IA de la semaine, mais bien spécifiquement des World Models, les modèles d'IA de monde qui génèrent et exploitent des mondes virtuels, Guillaume. Ouais, on va commencer cette rubrique avec des modèles de monde, c'est très à la mode. Et Adobe s'y est pas trompé puisqu'il s'allie avec World Labs, la start-up de Fei Fei Li. C'est Autodesk, je crois. Non ? Ah, il me semble que c'est... Attends, je revérifie, mais il me semble que c'est Autodesk et pas... Oui, pardon. Désolé. J'ai un doute. Non, t'as raison. Mais comme ça commence, ça sonne presque pareil. Mais non, c'est Autodesk, effectivement, c'est Autodesk, qui sont derrière Fusion 360, par exemple. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai, Autodesk ne s'y est pas trompé, tout à fait. Mais oui. Alors, qu'est-ce que j'en raconte ? Donc, alors grossièrement, que fait World Labs, du coup ? On avait un petit peu parlé. Pour le moment, ils font des sortes de vidéos interactives à 360 degrés. C'est un peu moins impressionnant que Genie 3 de Google, mais c'est un peu dans le même esprit. Et donc, Autodesk va déjà investir 200 millions dans la startup qui, par ailleurs, a réussi à lever 1 milliard dans un nouveau round auquel ont contribué AMD, Fidelity, Nvidia, etc. Nvidia qui investit dans à peu près n'importe quoi qui soit susceptible d'utiliser ses puces, ça bien entendu. Évidemment. Je vais dire que je vais lancer un truc IA, moi je vais voir si je peux avoir des GPU gratuites. Le deal Tech lance... Café IA. Ah oui, attends, c'est clair, pourquoi pas. Le deal lance un partenariat, mais pas de produit spécifique. Alors c'est vrai que Autodesk, c'est un acteur majeur de la 3D, hein, c'est compréhensible, hein, donc ils veulent explorer aussi cette piste-là. Ils explorent plusieurs pistes d'intelligence artificielle de leur côté, d'ailleurs. Ils sont en train de développer un outil en interne qui s'appelle NeuralCAD, dont on imagine qu'il va générer des modèles 3D, probablement avec des informations supplémentaires aussi, hein, donc peut-être des textures, peut-être des matériaux, peut-être des contraintes physiques aussi, du rigging, etc. Plus expérimental, mais toujours dans le même thème, on a un modèle créé par l'université de Stanford et NYU Shanghai, qui est une sorte de Genie 3, mais pour la réalité virtuelle. Je rappelle que Genie 3, c'est un générateur de monde de Google, hein, qui permet de générer une vidéo interactive avec un personnage, un sujet qu'on contrôle avec le clavier pour le faire bouger. Donc typiquement votre chat dans votre salon, ou bien un hélicoptère en train de larguer du napalm au-dessus de la jungle vietnamienne. Quoi, un truc, c'est réjouissant. Comme vous voulez. Le contrôle au clavier, c'est un peu ringard quand même, hein, vous trouvez pas ? Bon.
Et puis faire ça dans son navigateur, franchement, c'est cheap. Comment aller Ouais. plus loin que la vidéo générative? Il n'y a qu'à faire de la réalité virtuelle générative. Donc vous remplacez le clavier par vos mimines. Votre fenêtre, ça devient une vidéo dans un casque VR. Et puis c'est le même principe que Genie 3, mais les commandes se font par les mouvements de la tête et par vos mains, qui sont filmés par le casque. Et la vidéo est à 360 degrés, et puis elle est envoyée dans vos yeux directement par ce qui ressemble à un casque MetaQuest 3, tout simplement. Donc vous faites mine de tenir une torche devant vous, vous tenez une torche comme ça à vos mains, ça y est, avec un prompt, vous êtes dans koh en train de courir sur la plage comme ça. Mais ça pourrait être aussi une lance, et vous êtes un guerrier dans un donjon, vous mimez une caresse, ça peut être un beau labrador, un capybara ou un serpent à sonnette, c'est comme vous voulez. De Trop la chouette. VR interactive, générative, alors que la VR elle-même est plus vraiment à la mode, ça c'est vrai que je m'y attendais pas, mais ça a l'air fun. Est-ce que, au même titre que tu nous expliquais que les world models peuvent aider les voitures à être entraînées, est-ce qu'on peut imaginer que ce type de modèle pourrait entraîner les robots bipèdes Alors complètement, ouais. à... Oui, complètement. à- En fait, les world models, il y a beaucoup de papiers qui sortent sur les world models égocentriques. C'est-à-dire qu'ils sont centrés en première personne, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est à la place du robot, on voit à travers les yeux du robot. Et donc, on peut générer des mondes qui sont crédibles, photoréalistes, et qui réagissent aussi exactement comme le ferait donc un environnement réel. Et ça permet effectivement, pareil comme on disait pour les voitures autonomes, de varier énormément, de faire des données synthétiques en fait qui ont l'air réelles, quoi. Ils permettent d'entraîner les robots humanoïdes aussi, ou même juste les bras articulés d'ailleurs, un petit peu ce que vous voulez. ou un téléopérateur qui commande un robot à distance, pourquoi pas. Allez, un nouveau modèle a retenu aussi ton attention dans ta sélection exigeante, Guillaume. C'est GLM5. Alors déjà, moi j'adore ça parce que ça ressemble à Guillaume, hein, les consonnes GLM. L'objectif, il est plus de se contenter de faire du vibe coding, c'est-à-dire en gros générer du code en demandant à une IA de le faire, mais l'idée c'est de se déplacer plutôt vers ce qui semble se décrire comme étant de l'ingénierie agentique, c'est-à-dire qu'en gros, de la gestion de projet, et de la gérer et produire un projet en amont, c'est ça? Oui, en fait, alors, GLM5, c'est un LLM à la base. Mais, pardon, c'est intéressant de se pencher dessus, parce qu'on avait parlé la semaine dernière dans l'hebdo. Les labos chinois sortent beaucoup de modèles et qui sont très compétitifs dernièrement, Mmh. et qui ont un énorme avantage par rapport aux modèles occidentaux, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations sur la manière dont ils sont fabriqués, leur architecture, etc. Et c'est intéressant parce que les LLM évoluent beaucoup, et puis on s'en rend pas forcément compte en fait. Si vous utilisez pas beaucoup les chatbots ou pas du tout, ou si vous l'utilisez d'une manière assez basique, juste voilà, on va poser des questions dans la fenêtre et puis c'est tout, vous pouvez facilement passer à côté de cette évolution. Les IA sont aujourd'hui capables de programmer sur des grosses bases de code, de prendre en charge un peu tout type de tâches et de rester concentrés sur des projets de manière autonome pendant parfois plusieurs heures. En fait, si elles sont capables de faire tout ça, c'est qu'elles ont été entraînées pour, c'est pas venu tout seul. Cette évolution des capacités et des usages, hein, elle se retrouve aussi dans la manière dont les LLM modernes sont entraînés, qui a beaucoup évolué. Et justement, c'est Chipu ou Zipu, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est Chipu. Mmh. Chipu AI, oui désolé, c'est les Chinois, hein. Ils viennent de sortir donc GLM5, lequel est compétitif avec les modèles d'Anthropic Opus 4.5. Ce qui étonne pas Dario Amodei au passage, puisqu'il dit que les Chinois utilisent toutes les sorties de Claude pour entraîner leurs modèles à échelle industrielle. Les Chinois copieraient les modèles de Claude. Mmh. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs pour le coup, techniquement, il accuse nommément DeepSeek, Moonshot AI et Minimax. Donc pas Zipu, apparemment. Mmh. Mais donc GLM5, on ne sait pas en fait, hein, s'il est en cause ou pas, mais de toute façon, c'est pas, quoi qu'il en soit, on s'en fout un peu, c'est pas le propos ici. GLM5, en gros, c'est un LLM moderne, puissant, et qui a toutes les options grand luxe, climatisation et ronces de noyer moderne, quoi, tu vois. Voilà, Du haut de toute gamme, option. OK. C'est du haut de gamme. Voilà, c'est la Laguna du... Pourquoi je dis Laguna? C'est vieux, Oh! ce truc. Ah, quand on dit haut de gamme, ce qui te vient en tête, c'est Laguna, Ouais, très bien. exactement, c'est marrant. Ça se fait encore, les Laguna? Oh j'en sais rien du tout, Non, mais c'est pas... bon, j'ai vécu toute mon enfance avec, d'une part une BX et ensuite une Laguna, Ah, le diesel qui bourgeois. plus est, mais je vais voir si elle est toujours produite, je suis pas sûr, non. En tout cas, comme on a un rapport technique détaillé donc sur GLM5, pourquoi se pencher pas plus profondément dessus? Ça pourrait être intéressant. Ah, allons-y. Donc Eh oui. première constatation, GLM5, il est gros, hein. Alors il n'est pas immense, mais il est gros. Il est 744 milliards de paramètres, ce qui fait qu'il est très difficile à exécuter pour un particulier en local, hein, même si il est open weight et que donc, a priori, vous pourriez le faire.
on note quand même que c'est nettement plus petit que la taille supposée de GPT-4, par exemple, à l'époque. Hein. C'est un mélange expert qui n'active que 40 milliards de paramètres à chaque mot, donc en résumé, c'est un modèle qui va prendre pas mal de mémoire, mais pas tant que ça, disons à l'échelle industrielle, et pas tant de puissance de calcul que ça non plus. Alors pour les amateurs, ils utilisent une technologie d'attention qu'on a vue avec DeepSeek, qui s'appelle attention latente, MLA pour les intimes, ce qui permet de compresser en fait les modules d'attention pour qu'ils coûtent moins cher en calcul. Moins cher à l'inférence en particulier, donc on peut aussi constater que le modèle est un peu moins profond, il n'a que 80 couches et il date de 156 experts. Autre point remarquable, c'est un modèle qui prédit plusieurs mois à l'avance. Alors DeepSeek le faisait aussi, l'avantage c'est que on peut a priori s'en servir pour aller plus vite à l'inférence, mais en réalité on le fait surtout parce que ça rend le modèle plus intelligent. En fait, les modèles convergent mieux, si tu veux, si les modèles sont plus forts, ils sont meilleurs quand tu les forces à prédire plusieurs mots, 3 mots par exemple, plutôt qu'un. Alors, ils utilisent aussi le nouvel optimiseur Muon, et ils ont une information, disons, stratégiquement intéressante, je trouve. GLM5 a utilisé uniquement des puces chinoises. Les ingénieurs ont développé des optimisations pour toutes les plateformes domestiques, comme Huawei, Ascend, Moorthreads, Aigon, Cambricon, etc. Et GLM5 est, d'après ce que j'ai pu relire, ce que j'ai pu comprendre, un modèle purement chinois, qui utilise de l'électronique purement chinoise. Et qui, malgré tout ça, est compétitif avec Opus 4.5. Bon, peut-être en le copiant orientément, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. En ce qui concerne l'entraînement, au total, le modèle a vu passer 28,5 tératokens, c'est-à-dire 28 500 milliards de mots. Oh la vache, ouais, ok, c'est imaginable. De tokens, donc on peut dire de mots assimilés, quoi. Et ça, c'est uniquement pour la phase d'entraînement de base. En réalité, on va entrer maintenant dans les détails de comment s'entraîner un modèle moderne. Et parce qu'un modèle moderne, il y a pas moins de 8 étapes d'entraînement. On va commencer par fabriquer un modèle de langage pur, c'est-à-dire vraiment le modèle de base qui fait que calculer la probabilité du prochain mot, sur un corpus de texte, c'est tout. Il discute pas, il raisonne pas, il appelle pas d'outils, il fait pas ton projet GitHub, pas du tout, il prédit le truc, c'est tout. C'est vraiment la première phase, on fait un modèle de base. Et là, en fait, il y a 2 grandes étapes, déjà pour le modèle de base. Et chacune est divisée en 2 sous-étapes. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, pour économiser au maximum le temps de calcul, alors vous savez que les chatbots modernes, ils ont une grande mémoire quand même. Et un chatbot moderne, ça peut avoir 1 million de mots, jusqu'à 1 million de mots de mémoire vive, si vous voulez. Mais 1 million de mots, c'est beaucoup, et en fait, ça consomme une puissance de calcul démentielle. Et donc, on ne va pas commencer à entraîner les modèles directement avec une mémoire de 1 million de mots. On ne va pas les habituer comme ça à avoir des énormes textes, c'est beaucoup trop coûteux. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est entraîner des LLM à prévoir des textes beaucoup plus petits, de 4000 tokens maximum de long. Donc on commence avec une toute petite mémoire parce que ça coûte beaucoup moins cher. On commence à entraîner dans un premier temps avec une fenêtre de contexte réduite sur un énorme corpus de texte, très varié, et cet énorme corpus, il fait 18 000 milliards de mots. Puis, on a un corpus plus sélectif, de code et de raisonnement, beaucoup plus avec des trucs plus scientifiques et plus structurés, sur 9 000 milliards de mots. Ces 2 phases-là, c'est ce qu'on appelle le pre-training. Donc c'est vraiment le pre-training proprement dit. Okay. Ensuite, il y a une phase de mid-training. Donc mi-entraînement, on est en mi-parcours, et on utilise beaucoup moins de tokens. Là. On va utiliser beaucoup moins de tokens, mais par contre, on va étendre la fenêtre de contexte. On va l'étendre d'abord 8 fois plus grande, la rendre d'abord 8 fois plus grande, avec des raisonnements, du code, des textes beaucoup plus longs, et on va entraîner pendant 1 tératokens, donc 1000 milliards de tokens, 1000 milliards de mots, avec une fenêtre de contexte comme ça, 8 fois plus longue. Et ensuite, on va l'étendre encore une fois, jusqu'à 200 000 mots, sur des raisonnements encore plus longs, etc. Donc progressivement, ce qu'on va faire, on va prendre le modèle de base qui est déjà habitué à correctement prédire du texte, et on va petit à petit étendre sa mémoire avec des volumes de tokens qui sont importants quand même, qui sont beaucoup moins gros que dans la phase de pre-training brute. Donc vous voyez le truc, on entraîne sur une phase réduite, 27 000 milliards de tokens, puis on étend progressivement sur seulement 1500 milliards, puis 50 milliards, etc. Donc le gros du boulot, en fait, il aura été fait que sur 4000 tokens, ce qui permet évidemment d'économiser beaucoup de puissance. Et au bout du compte, on aura un modèle de base qui va prédire des textes de manière très précise, mais qui n'est pas fait pour discuter, qui n'est pas fait pour raisonner, ni être ton assistant, du tout. Tout ça, ça va s'acquérir dans une phase de post-training. Et cette phase, elle est aussi divisée en 3 étapes. La première étape, elle est bien connue, c'est le fine-tuning supervisé. Donc on fait une phase d'entraînement supervisé. Cette phase-là, en fait, c'est celle qui a fait passer GPT 3.5 à ChatGPT, tout simplement. C'est là où on entraîne un modèle à discuter, tout simplement, à devenir un chatbot. Après, ça s'arrête pas là, parce que vous savez que les LLM modernes, ils sont capables de réfléchir. Les premiers exemples de réflexion longue et de raisonnement en mathématiques ou en programmation sont introduits aussi dans cette phase supervisée.
Donc on commence à lui montrer des exemples de raisonnements qui peuvent être très très longs. Et même de raisonnements où tu explores des trucs, tu essayes, tu vois, ah ben c'est pas ça, on se corrige, etc. Donc ça commence là déjà à faire ce genre d'entraînement, mais de manière supervisée. C'est une sorte d'entrée en matière, et après on va la renforcer par la suite. Et renforcer, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'après vient le moment de l'entraînement par renforcement. Là aussi, on a déjà parlé, il s'agit de récompenser le modèle quand il arrive à résoudre un problème, ou à le punir sinon. Donc on le fait Mmh. plancher sur des problèmes de mathématiques ou de physique, des problèmes de scientifique en général, puis on évalue son efficacité. C'est plus facile à dire qu'à faire en réalité, hein, parce qu'en plus des raisonnements pour résoudre les problèmes, il va y avoir aussi une autre phase d'apprentissage par renforcement pour les tâches agentiques maintenant. Et ça, c'est devenu un véritable enjeu, c'est-à-dire que non seulement il doit réfléchir, mais il doit aussi savoir réfléchir en combinant les outils qu'on lui donne, et en prenant des initiatives. On va l'encourager à planifier, à utiliser les outils, à créer des sous-tâches, à tester des hypothèses, et vraiment à s'autonomiser, à vraiment avoir une attitude agentique, c'est-à-dire voilà, prendre des initiatives. Et ça, le plus longtemps possible. Et pour faire bonne mesure, GLM utilise aussi une phase d'apprentissage par renforcement plus générale pour d'autres objectifs, parce que tu peux faire du renforcement pour d'autres trucs, et en particulier pour les hallucinations. Là, ils font du renforcement, par exemple, du renforcement négatif pour les hallucinations. Donc, sont découragés les moments où où le LLM invente une solution, plutôt que de dire qu'il ne sait pas, par exemple. Mmh. D'ailleurs, GLM5 est remarquablement bon. Enfin, il hallucine toujours, mais il hallucine nettement moins, en fait, que ses concurrents. Et bon, après, il y a des trucs un peu plus flous, puisqu'apparemment, ils ont une phase de renforcement pour l'intelligence émotionnelle, je rigole pas. Ça fait partie des critères, bon. À partir du moment où tu as une fonction de récompense, de toute façon, tu peux faire, GPT-4o a dû être soigneusement entraîné sur cette phase-là, donc. oui, sans aucun doute, effectivement. Et c'est qu'au bout de ces 8 étapes d'entraînement différents que vous obtenez un produit fini, qui s'appelle le GLM5. Et d'ailleurs, il faut voir aussi que la phase d'entraînement, que ces phases d'entraînement, en fait, consomment énormément de calcul, bien entendu, mais que paradoxalement, en fait, le pré-training ne consomme plus forcément la majorité des calculs. Donc ça a beau être incroyablement énorme, hein, 28 500 milliards de mots, ça paraît hallucinant. Et Gigantesque. pourtant, enfin, disons, j'ai pas de chiffres pour GLM5 particulièrement, mais a priori, j'ai vu plusieurs fois passer que maintenant c'est dans la phase d'entraînement par renforcement que le pic de calcul était atteint. Qu'on utilisait peut-être même la majorité des calculs pendant les phases de renforcement, donc pour réfléchir, devenir agentique, etc. Donc c'est vraiment des phases qui sont très importantes et qui coûtent très cher en fait, hein, et voilà. Et donc, c'est qu'au bout de ces 8 étapes, en fait, que tu as un produit utilisable comme on l'entend aujourd'hui, quoi, tu vois. Et donc, tu vois que c'est plus juste, on entraîne un énorme réseau de neurones sur tout Mmh. Internet. C'est plus du tout Mmh. ça, en fait. C'est parce que c'est Mmh. plus du tout suffisant. Et pour faire une mini chronologie, finalement, en prenant OpenAI comme exemple, hein, ce serait, on a GPT 3.5, donc qui est le LLM pur, hein, tout simplement. Puis on a ChatGPT, qui est le chatbot de base. Puis on a GPT-4, qui devient multimodal et qui est plus puissant, qui est un mélange d'experts aussi. Puis, et là, on a rajouté le SFT, on a rajouté le fine-tuning supervisé, l'apprentissage supervisé. Puis ensuite, on a de l'apprentissage par renforcement qu'on a eu avec les modèles O1, par exemple, et O3 chez OpenAI. Et ensuite, on a le cap des outils agentiques qui a commencé à développer vraiment avec GPT-5 et compagnie, hein, et ultérieurs. Donc, il faut rajouter des phases d'entraînement multiples à chaque fois pour passer, tu vois, passer de GPT-3 à Claude Opus 4.6. C'est pas juste une question d'avoir un modèle plus gros entraîné sur plus Ouais, de je données. comprends, c'est pas qu'un nombre de paramètres, Il y a, il y a aussi des recettes, en fait. Il y a des Mmh. manières d'entraîner, il y a des recettes secrètes, il y a énormément de données. Dans ces phases d'entraînement, il y a énormément de données synthétiques aussi. Donc, avoir de la donnée disponible ou générer de la donnée disponible pour faire l'entraînement, mettre au point les protocoles, si tu veux, d'apprentissage par renforcement, les politiques, comme ça, il y a des choix de design sur les politiques qu'on utilise pour récompenser ou non les modèles, dans tel ou tel cas. Donc, il y a énormément de datasets de problèmes, de raisonnement, de contrôle. Donc voilà, vous voyez que c'est pas si simple, en fait. Si les IA font des choses de plus en plus impressionnantes, ben, c'est aussi beaucoup de travail et ça a beaucoup évolué depuis quelques années, quoi. Et sur l'entraînement d'un modèle, destiné à servir, d'agent, où, du coup, on va pouvoir le solliciter après, depuis, la caisse du supermarché à Leclerc pour lui demander, les décimales de pi. Est-ce qu'il y a des phases d'entraînement où on va essayer de lui expliquer qu'il ne doit pas justement être trop bavard? Est-ce que c'est à cet endroit-là où on va pouvoir lui dire, pour certaines tâches, essaye de pas trop non plus, dépenser du token, et pour faire la tâche que je t'ai Oui, mais demandé ça ou fait essaye d'aller partie à des, l'essentiel? oui, oui, ça peut faire partie des politiques de, en Mmh. fait, en général,
ça rentre dans les politiques enfin, ça rentre dans les récompenses. C'est-à-dire, comment tu calcules les récompenses? Est-ce que tu calcules les récompenses uniquement quand c'est juste? Ou est-ce que tu prends en D'accord, compte la longueur de la réponse, tu vois? Mais il faut faire d'accord. attention, parce que si tu contrains trop la longueur de la réponse, il va pas arriver à résoudre le problème. Et c'est parce Ouais. qu'il faut que le modèle de base soit suffisamment fort, hein, parce qu'on sait Mmh. aussi que la réflexion ne rend pas les modèles plus intelligents. En fait, comment dire? Les réponses sont déjà contenues dans le modèle préentraîné, si tu veux. L'intelligence, elle est déjà là. Mais par contre, pour la faire sortir de manière très probable, c'est-à-dire pour changer en fait les probabilités et pour modifier, si tu veux, les courbes de les fonctions de probabilité, pour être quasiment certain de tomber sur la réponse, alors que sinon peut-être que ce serait aléatoire, on utilise des raisonnements. Mais en fait, il faut que le modèle soit déjà très fort. Et donc c'est difficile de savoir à quel point tu peux le contraindre sur la durée du raisonnement. Parce que si tu le contrains pas assez, effectivement, ça coûte très cher, mais si tu le contrains trop, il peut aussi ne pas trouver, quoi. Donc ça fait partie de cet artisanat, si tu veux, où on doit faire des tests, faire des expériences, et puis avoir ses propres recettes pour avoir des modèles qui soient à la fois efficaces, enfin, je veux dire, à la fois, disons, puissants, c'est-à-dire qu'ils arrivent à résoudre des problèmes, mais efficaces, c'est-à-dire qu'ils prennent pas trop de tokens dessus. Mais c'est clairement une priori, comment dire? Enfin, c'est clairement une préoccupation, puisqu'on le voit Mmh. avec Anthropic, qui a introduit son mode de raisonnement, donc adaptative thinking, et on voit effectivement qu'il commence à y avoir ça commence à devenir une préoccupation effectivement importante. Bon alors c'est marrant parce que quand tu me décris un petit peu le fonctionnement des LLM, ça donne l'impression qu'ils savent tout, mais qu'ils sont pas toujours capables de le restituer. C'est comme s'ils avaient quelque part, les réponses sur le bout de la langue, mais ils arrivent pas à les sortir, j'ai l'impression. Et oui, mais ça m'arrive assez souvent aussi d'avoir des mots sur le bout de la langue comme ça. C'est À boire dégueulasse et d'ailleurs, moi hein. donc? Bah oui, il faut boire un coup pour que ça parte. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste le fait C'est que d'ailleurs, c'est une expression désuète assez explicite. Je suis pas certain qu'il y ait besoin de beaucoup fouiller oui, sur non, je pense l'origine. effectivement, ouais, c'est ça. Ça fait partie des trucs, je crois qu'il y a pas trop besoin d'explication. C'est désuet? Oui, sûrement. En tous les Oui, cas j'ai vérifié, c'est désuet. je me fais vieux, donc voilà, les mots me reviennent pas immédiatement, c'est Et moi ça, donc donc? avoir le mot sur le bout de la langue. Et c'est vrai que ces mots, je sais que je les connais, mais j'arrive pas à m'en souvenir tout de suite. Mmh. On peut connaître, on peut savoir qu'on sait quelque chose, mais pas être capable de le retrouver. Parfois, il faut réfléchir, parfois ça revient plus tard, bon. Donc en gros, on peut avoir ses clés dans son sac, mais pas être foutu de mettre la main dessus, quoi. Surtout si le sac est plein de poches. Bon. Tout ça est très familier pour nous et les humains, et ça nous arrive tout le temps, les trous de mémoire, et il se trouve que c'est la même chose pour les IA. Et c'est une recherche de Google qui nous le dit. Alors comment mesurer tout ça? Les LLM sont entraînés sur une énorme masse de données, en particulier, ils sont tous entraînés sur l'intégralité de la Wikipédia, c'est un passage obligé, et donc énormément d'informations factuelles. Et en première constatation, on peut remarquer que les gros LLM modernes enregistrent presque tout. Que ce soit Gemini 3 Pro ou GPT-5, ils mémorisent verbatim la plupart des informations qu'ils voient passer. Cette mémorisation, elle est directe. C'est-à-dire que dans 99% des cas, pour Gemini 3 en l'occurrence, si vous lui présentez le texte qui était dans son entraînement tel quel et que vous lui demandez de le compléter, il va y arriver. D'où le fait qu'il se rappelle très, très bien des Harry Potter et compagnie. Exactement, exactement. Voilà, Mmh. là, les chercheurs ont fait test avec la Wikipédia, en l'occurrence, hein, Mmh. mais effectivement, si dans la Wikipédia, il y a écrit textuellement «Salut les musclés est une sitcom française en 264 épisodes». Bon, si tu donnes au LLM 264, incroyable. ouais, Il y a beaucoup plus de c'est texte. beaucoup trop. Mais bon, si tu donnes au LLM la phrase tronquée «Salut les musclés est une sitcom française en», dans 99% des cas, il va te dire 264. OK. Et donc, c'est comme ça que tu peux dire que cette information est enregistrée. Mais ce Mmh. qui est marrant, c'est qu'elle n'est pas toujours disponible. C'est-à-dire que dans d'autres contextes, le LLM peut ne pas être capable de le retrouver. Par exemple, si je demande, dans le Club Dorothée, je regarde une série AB Production qui a commencé à être diffusée en 89, combien il y avait d'épisodes? Ben là, par contre, le LLM peut ne pas savoir répondre. Même si on peut constater qu'il ressort le truc quand tu lui donnes la phrase qu'il y avait dans la Wikipédia. Alors, donc on sait que l'information est encodée, quoi, dans les poids du modèle, mais il n'est pas capable de vous la sortir. Il a sur le bout de la langue, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus marrant, c'est que, comme nous, s'il réfléchit, le modèle est parfois capable de retrouver une information que spontanément il n'arrivait pas à sortir. Si on prend le cas particulier de Gemini 3, 98% des faits testés par les chercheurs sont enregistrés dans les poids du modèle. Néanmoins, dans presque 11% des cas, il y a des faits qui sont enregistrés mais qu'il n'arrive pas à retrouver. Et dans 72% des cas, il arrive à les retrouver sans problème. Et dans un peu moins de 15% des cas, il est obligé de réfléchir pour retrouver l'information. C'est exactement la mécanique que tu décrivais juste avant, du coup. C'est ça, il est obligé de voilà.
Ce phénomène se retrouve d'ailleurs dans les 4 LLM testés, hein, avec Mmh. bien entendu plus ou moins de faits directement enregistrés, selon la taille bien sûr, et d'une plus ou moins bonne capacité à retrouver les informations. En fait, au plus les LLM sont gros et puissants, au plus ils ont de connaissances, et au mieux ils s'en sortent en général. Mais il y a une chose intéressante, c'est que si on prend des modèles qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins cultivés, on va dire, que les autres, il y a aussi pas mal de gâchis. C'est-à-dire qu'il y a quand même 31% des informations d'un Gemma 3, par exemple, hein, qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins évolué. Il y a 31% d'informations, donc presque le tiers des informations qu'il contient sont inaccessibles, en fait. Les infos sont là, mais il n'arrive pas à les sortir. Donc peut-être qu'il y a aussi une piste pour essayer d'avoir une marge de progression pour mieux utiliser les poids qu'on a déjà, quoi. Alors sans grande surprise, hein, les faits qui sont le mieux enregistrés sont ceux qui sont vus le plus souvent et dans une plus grande variété de contextes. Mmh. Les sujets Ouais. niches sont évidemment plus sujets à l'oubli ou alors à la malédiction de la question inversée. La question inversée, on avait parlé, hein, c'est le fameux coup de la mère de Tom Cruise. Tu vois? Qui est la mère de Tom Cruise? C'est Mary-Lee Pfeiffer. Qui est le fils de Mary-Lee Pfeiffer? Aucune idée. Mmh. Mmh. Je comprends mieux effectivement le principe. C'est quand même fou de se rendre compte que les mécaniques des LLM, encore une fois, sont assez proches des mécaniques qu'on peut avoir, nous, cerveau en viande, finalement. C'est assez rigolo. On va parler aussi, des IA, un peu plus exotiques, et en tout cas celles qui ne sont pas forcément, américaines. On a une nouvelle famille de modèles, d'IA particulièrement doués pour les langues asiatiques, en open weight, comprenez, librement, téléchargeable évidemment. Et puis on a aussi une nouveauté de chez Mistral pour la conversion voix-texte qui va véritablement très vite. J'ai testé ça, j'étais bluffé là sur le temps réel, c'est assez fou. Oui, puisqu'on parle des modèles de langage, on peut évoquer des outsiders, quoi, ceux qui font des modèles intéressants, mais dont on parle moins, comme par exemple Cohere, qui est une boîte canadienne qui a déjà produit plusieurs modèles open source et qui ont eu leur succès en leur temps, hein. Je pense en particulier à la série des Commander. Alors c'est commande -R, en fait, Commander. Mmh. Et ils ont continué avec la série des Aya. Alors en leur temps, les Commander étaient plutôt compétitifs, même s'ils étaient un petit peu lourds, en fait. La série Aya, elle, est beaucoup plus légère. Et surtout, elle se focalise sur l'aspect multilingue. Donc, ils font des modèles multimodaux dans toute une série de tailles différentes, hein, jusqu'à des toutes petites. La version de Aya la plus puissante gérait 23 langues en multimodal, et elle tournait sur un gros PC de gamer à peu près, pour donner une idée. La version mini, elle s'appelle Tiny Aya, et elle peut supporter plus de 70 langues différentes. Alors c'est un LLM qui est minuscule et qui peut tourner sur un téléphone mobile. Il y a une version globale, mais ce qui est plutôt malin, il y a aussi des versions spécialisées, des déclinaisons géographiques, par exemple le sud-est asiatique, l'Europe, l'Asie-Pacifique, etc. Si vous cherchez pour nous, c'est Aya Water, ce qui est Aya Ah Fire, OK. Water, Earth, etc. Et globalement, les modèles sont aussi puissants que les Gemma de Google, mais l'accent est mis vraiment sur le côté polyglotte, quoi. Ils sont très Ouais. bons en plein de langues. Et puis, parmi les autres modèles, disons, ethniques, on a bien entendu le modèle de Mistral, hein, modèle français donc, qui ont sorti des versions de raisonnement de leur Ministral. Donc on avait parlé de la série des Ministral, hein, les LLM de petite taille qui sont accessibles à toutes les bourses, on va dire. Il y a quelques mois de ça, et à l'époque, les versions réflexion n'étaient pas encore sorties. C'est chose faite, hein. Et donc pour leur taille, face au modèle d'Alibaba, les modèles de Ministral sont multimodaux, ils se défendent très bien. Alors je parle des Qwen 3 par exemple. Le fait qu'ils soient de base entraînés sur la langue européenne est un plus, hein, pour nous, bien entendu. Mmh. Donc Mistral ont aussi sorti leur série Voxtral, qui sont des modèles spécialisés dans la reconnaissance vocale, dans 13 langues. Donc il y a 2 versions, une, comme tu as dit, qui est extrêmement rapide, qui fait tout en temps réel, et puis il y en a une autre qui est, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus lente, un petit peu plus puissante, on va dire. À côté de ça, Mistral investit aussi dans un data center. Alors c'est vraiment l'OpenAI en petit, quoi, et heureusement qu'ils partent pas dans les mêmes délires que Sam Altman, Ouais, et tu c'est un data m'étonnes. center qui sera en Suède. Il sera à Borlänge. Alors si vous voyez pas où c'est facile, hein. Tu vois Ytterberget? Oui, C'est un tout peu à fait. au-dessus, c'est un peu au-dessus. De toute D'accord, façon, OK, c'est un peu au nord. ouais, de toute façon, c'est entre Mockfjord et Långshyttan. Tiens, pas plus simple, hein. OK, bah, je Bah, vois voilà. très bien, effectivement, c'est parfait. Merci de m'éclairer parce que j'ai vraiment des repères C'est comme ça. ouais, c'est là que travaille Echo Data Center, hein, qui va recevoir 1,2 milliard d'euros de Mistral pour lui faire de beaux serveurs bien frais. Et c'est important ça, quand on est un serveur, d'être bien au frais. C'est aussi important d'avoir une énergie pas trop chère et plutôt décarbonée, et c'est le cas en Suède, hein. Et donc quand, en 2027, vous parlerez au chat, vous pourrez l'imaginer bien peinard en train de se faire enrouler à la cannelle près du chauffage en contemplant le flot tranquille de la rivière Dalalven. Et ça reste dans l'Union européenne du coup, c'est Et plutôt c'est cool. européen, tout à fait. Un avis de mariage dans le monde de l'IA avec, Hugging Face, donc quelqu'un qui se marie avec Hugging Face, c'est particulier ça.
Oui, alors c'est GGML, en fait, vous connaissez, GGML, c'est ma grande passion. C'est une bibliothèque pour faire du machine learning en C++, qui est extrêmement optimisée, qui du coup permet de faire tourner des modèles de langage sur à peu près n'importe quelle machine et qui a un compilateur C++, c'est-à-dire n'importe quelle machine qui se respecte, et qui peut se regarder dans une glace. C'est nommé d'après son créateur, un GG, c'est pour Grigory Gaganov, et c'est lui qui est à l'origine de toute une suite logicielle basée là-dessus, comme l'inénarrable évidemment Lama CPP, qui est utilisé quotidiennement par des millions d'enthousiastes ou de fêlés, un petit peu, c'est comme vous voulez, à travers le monde pour faire tourner des IA en local, donc sur votre PC, votre téléphone ou ce que vous voulez. Lama CPP étant lui-même à la base d'une quantité d'autres outils comme Olama, LM Studio, Yann, etc. Donc GGML, c'est aujourd'hui une des briques fondamentales de l'IA open source, et avec, tu peux faire tourner un équivalent de Claude sur un serveur énorme, ou bien générer un petit chat avec, sur un Raspberry Pi, ou même générer une image de chat avec un chapeau sur un Raspberry Pi, d'ailleurs, c'est tout à fait possible aussi. Grigory Gaganov a commencé il y a 3 ans, en essayant d'implémenter une version rapide en C++ de Whisper, donc c'est le logiciel de reconnaissance vocale d'OpenAI, pour le coup. Et depuis, il a pas cessé, quoi. Et lui et son équipe, évidemment, désormais, améliorent tout ça, quoi, toute l'infrastructure GGML pour supporter la majeure partie des IA open source qui sortent actuellement, lesquelles sont toutes téléchargeables sur Hugging Face, qui est donc souvent comparé au GitHub des IA, quoi, quelque part. Et donc c'est assez logique, finalement, que l'équipe de GGML rejoigne Hugging Face. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que pour la communauté de Lama CPP, il n'y a pas grand-chose qui va changer, ils vont continuer à travailler dessus, et ils vont rester complètement autonomes. Mais Hugging Face va leur assurer un support technique et financier. Et Hugging Face, eux, ils vont rapprocher aussi leurs propres outils, leur propre bibliothèque, qui est déjà très utilisée, c'est très populaire, du monde donc de GGML. Ce qui apportera aussi une interopérabilité entre les deux, une facilité d'utilisation pour les deux communautés, quoi. Donc, c'est finalement, en intégrant GGML, Hugging Face sera aussi encore plus incontournable. Puis pour moi, GGML, c'est aussi une consécration, parce que c'est quand même un projet open source un peu obscur, surtout au début, qui devient désormais partie intégrante d'une des boîtes les plus connues et les plus en vue, quand même, du monde du deep learning. C'est un Français qui est derrière Hugging Face, Clément Delangle. Je sais pas, je pense que Hugging Face n'est pas spécialement implanté en France, ça doit être plutôt américain. Ouais, non, non, je crois qu'ils sont aux États-Unis, mais oui, effectivement, il y a des Français derrière aussi. On continue avec les usages des IA, forcément, encore et toujours les usages. Est-ce que les traducteurs vont se faire piquer leur boulot par des IA? Les impacts ont commencé. Je sais que c'est un sujet dont tu avais parlé avec les traductions des collections Harlequin et qui avait fait réagir d'ailleurs des personnes qui suivent le sujet de très près. Je sais que c'est un sujet donc globalement qui vous intéresse de toute façon. Et on a des nouveaux éléments, une fois de plus, issus d'une étude à ce sujet pour essayer d'y voir un peu plus clair. Oui, c'est un autre domaine où les IA seront naturellement très utilisées. On avait d'ailleurs des retours d'auditeurs, tu l'as dit là-dessus, et la traduction, effectivement, moi-même, j'utilise des traducteurs pour les langues que je connais pas aussi, évidemment. Alors, intuitivement, on voit bien que les traductions réalisées par les IA modernes sont quand même très au-dessus de ce qu'on avait par Google Trad il y a quelques années, quand même, vraiment. Après, à quel point, si tu veux, c'est comparable au travail d'un traducteur professionnel? Par contre, il y a une étude chinoise qui a été publiée en fin d'année dernière qui a essayé de mesurer vraiment la qualité des traductions de 3 LLM différents. Alors, il y avait GPT-4, Alma R et DeepSeek R1, et qui sont comparés à des traducteurs humains avec des niveaux d'expertise variables. Et il s'avère que globalement, les LLM produisent des résultats qui sont aussi bons que des traducteurs humains qui auraient au moins 10 ans, qui auraient moins, de 10 ans d'expérience. Donc il faudrait C'est déjà pas mal. Il faudrait des traducteurs humains de plus de 10 ans d'expérience pour dépasser la qualité des LLM. Alors attention, quand même. Dans cette étude, on se concentre sur des textes relativement courts, puisque c'était des blocs d'environ 200 phrases. On n'est pas du tout dans la traduction d'un bouquin entier, quand même. Ça relativise pas mal les résultats. Ah, ça relativise totalement, oui. En moyenne, GPT-4 a fait 3,71 erreurs de traduction majeures, ce qui est très proche du nombre d'erreurs moyen fait par un traducteur débutant, qui est de 3,30. Les traducteurs seniors, eux, font en moyenne 1,83 erreurs majeures. Alors, ce qui est marrant, c'est que les types d'erreurs faites par les LLM et les humains ont tendance à être différents. C'est-à-dire que les LLM vont souvent faire des traductions très littérales, trop littérales, alors qu'à l'inverse, les humains auront tendance surtout à surinterpréter, broder un petit peu, bon. Ça dépend aussi des couples de langues choisis. T'as des couples qui sont particulièrement difficiles, quoi. Par exemple, le couple chinois-hindi, là, ça met bien en évidence, si tu veux, ce problème où il y a une surinterprétation des humains, là où, c'est pas clair, quoi. Ils ont aussi remarqué que les modèles qui réfléchissent, comme DeepSeek R1, sont meilleurs en général pour éviter les erreurs de traduction majeures.
Alors, les LLM étudiés étaient clairement pas les plus frais, hein. Il y a gros à parier qu'on aurait des pourcentages d'erreurs encore plus faibles aujourd'hui avec les tout derniers super modèles 4.6 machin. Alors, en ce qui concerne l'impact sur le métier de la traduction, je pense qu'évidemment, il faut relativiser parce que là, on se concentre sur des textes courts, hein, encore une fois. Disons que pour traduire un article, vous pouvez raisonnablement avoir confiance dans les IA modernes, quoi. Par contre, pour la traduction d'un livre entier, pour un roman, c'est pas du tout la même chose. Pour la cohérence d'ensemble, la continuité, le style et l'intention, je pense qu'on est encore loin du compte, mais ça serait peut-être intéressant de mener la même expérience sur des livres entiers, mais évidemment, ce serait aussi beaucoup plus difficile, je pense, de faire ça dans un contexte, tu vois, avec des protocoles expérimentaux et tout. Les métiers de traducteurs, hein, j'entendais un reportage l'autre jour, expliquait que vraiment globalement, à l'échelle de 1 an, ils avaient vu une baisse très significative de leur activité. Donc j'imagine qu'ils doivent, voir ils doivent voir très directement l'arrivée des IA dans ces usages-là. On ne sait pas si c'est, pour qualité équivalente, bien entendu. Allez, on parlait dans l'épisode hebdomadaire d'un brevet pour, prolonger les publications, en tout cas, faire en sorte qu'une personne décédée sur les réseaux sociaux continue à publier, de chez Meta. On a dans la continuité une demande croissante de recréer, l'existence des membres d'une famille qui sont disparus et c'est a l'air d'être très ancré culturellement, notamment, en Inde, j'ai l'impression, Guillaume. Bah oui, parlons de deuil un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on parle Mmh. pas assez souvent de deuil sur Tech Café. Bah oui, C'est pas trop notre truc, faut dire. D'ailleurs, c'est comme pas le trop mon sport. truc non plus. Ouais, exactement pareil. Heu, l'un et l'autre, c'est vraiment la même chose. Même vibe. Donc puisqu'on va parler de deuil, parlons de deuil et d'IA donc, hein, je vous l'avais promis dans l'hebdo. Oui. Personnellement, reproduire des gens qui sont morts avec l'IA et les faire bouger, parler ou même interagir comme s'ils étaient vivants, je sais pas pourquoi, ça me met mal à l'aise personnellement. Ouais, Mais bon, oui, moi aussi. manifestement, je suis pas un modèle parce qu'il y a à travers le monde énormément de gens que ça réconforte. Il y a une vraie demande, un vrai marché. Il y a certainement une composante culturelle aussi, hein. Alors moi, personnellement, je suis pas très familier avec la culture indienne, vraiment pas plus que ça. Il semblerait que la présence des membres de la famille aux grandes occasions de la vie, comme les mariages par exemple, soit extrêmement importante, même si c'est une présence symbolique. Et il y a des gens qui peuvent payer 600 $ pour voir leur belle-mère décédée descendre d'un nuage en vidéo, faire coucou, faire un bisou au nouveau-né et repartir en souriant. Et quand tu vois la réaction des gens, des parents, des invités qui voient cette vidéo, non seulement elle est positive dans l'ensemble, mais surtout elle est très forte, très émotionnelle. Mmh. Ces deepfakes ont un impact vraiment émotionnel important, même si c'est complètement faux. En quelque sorte, la fausse bénédiction de la belle-mère, elle est complètement acceptée. Et ce genre de business a débuté en Inde, surtout de manière très organique, hein. Il y a le témoignage d'un gars qui, pendant le confinement, a commencé à apprendre Photoshop, à faire de la vidéo aussi, à la monter, puis générer des images, les poster sur les réseaux sociaux. Il a commencé par faire des deepfakes pour rigoler, puis il a fait des parodies, des trucs conçus pour être viraux, hein, très souvent. Puis s'intéresser à la génération vidéo et de fil en aiguille, alors qu'il commençait à acquérir une petite notoriété sur Instagram, à un moment, il y a une femme qui l'a contacté pour savoir s'il pouvait s'il recréer son père décédé pour une réunion de famille. Et c'est vrai que finalement, bah oui, c'est vrai que l'idée vient naturellement, hein. Si tu peux faire une vidéo de et si Tom Selleck avait joué le rôle d'Indiana Jones, pourquoi tu peux pas ressusciter papa? Bah oui, tu peux. En travaillant à partir de sources variées, des vidéos, des photos, des enregistrements audio, parfois pas de très bonne qualité d'ailleurs, bah, le deepfaker a essayé de faire de son mieux, ça a beaucoup plu. Alors évidemment, le gars, pas bête, il a vu l'opportunité, hein, donc Bah, forcément, business. il filme les réactions des familles à ses vidéos, il s'en fait la publicité, c'est devenu un vrai business. Et là, bon, maintenant, c'est devenu pro, hein, il se renseigne aussi sur les habitudes de la personnalité des gens qu'il veut recréer, il essaie de faire ça au mieux, et ça marche très bien. Et en fait, en Inde, le marché de la tech du deuil fonctionne à tel point qu'il y a même des offres d'avatars qui peuvent discuter avec toi en temps réel maintenant. Et apparemment, avec le dernier brevet de Meta, ton papy pourra continuer à te liker sur les réseaux sociaux pour l'éternité. Mais bon, plus sérieusement, c'est une question que je me pose pour de vrai, hein. Même si le brevet de Meta ne mène à rien en Occident, Mmh. en Inde ou ailleurs dans le monde, peut-être que ça aura un véritable attrait et que ça se concrétisera. Selon les cultures et selon les gens, évidemment, certainement, créer une sorte de réalité alternative où les morts sont morts, mais pas vraiment, peut être plus ou moins acceptable. Même si c'est totalement un épisode de Black Mirror, hein, c'est cet épisode où une femme Ah commande un oui, oui, avatar tout à de fait. son conjoint décédé, basé sur ses données numériques, et ben c'est devenu techniquement possible, hein. Mmh. Ce qui est fou, c'est de se rendre compte à quel point c'est quelque chose qui, spontanément, toi et moi, ne nous est pas du tout désirable avec, nos visions à la fois individuelles et culturelles. Et effectivement, peut-être que dans d'autres cultures, on se retrouve à avoir des visions qui sont, beaucoup plus, positives à ce sujet. Est-ce que ça en est pour autant désirable sur le plan sociétal? J'en sais rien. Je ne me rends pas compte, mais bon, en tout cas, c'est intéressant de regarder ça sous le prisme d'autres cultures. On termine
cette première partie du podcast avec Tesla. Oui, on parle de deuil, on parle de Tesla. Les voitures et d'Elon Musk qui arrêtent de se prétendre capables d'autopilote en Californie. Et Tesla qui a aussi lancé la production de son robot taxi, son Cybercab. Le premier est sorti des lignes de production. Oui, ça y est, le tout premier Cybercab vient de sortir des lignes de la Gigafactory au Texas. Enfin, quand je dis Cybercab, c'est pas du tout sûr que ce soit le nom officiel. Hein. Le taxi autonome de Tesla, quoi. Qui d'ailleurs, et c'est ballot, n'est pas vraiment autonome. Enfin, en tout cas, pas encore. Quoi. Le véhicule a beau avoir ni volant ni pédale, ce qui est déjà quand même très symbolique. Hein. Il n'a pas non plus un logiciel tout à fait au point. Et pour l'instant, il y a aussi une seule ville susceptible de l'accueillir. Hein. Ce taxi, c'est Austin. Au Texas, à San Francisco, il faudra qu'il y ait des gens au volant au cas où. D'ailleurs, la NHTSA a enregistré 14 accidents impliquant des robots taxis Tesla à Austin sur 8 mois, dont plusieurs avec un superviseur à bord. Or, Tesla vise quand même les 25 à 50% des États-Unis fin 2026. Hein. Ça va être chaud. Alors, il dit sous réserve d'approbation réglementaire. Écoute, on pourra toujours se cacher derrière ça. Tesla est donc en train de faire sa mue vers un futur très incertain, peut-être un poil prématuré. Le taxi et Optimus sont du coup au cœur de la nouvelle stratégie Tesla, avec des ventes destinées au grand public prévues d'ici la fin 2027, mais en attendant, en décembre, un juge administratif californien a estimé que Tesla avait induit en erreur les consommateurs en utilisant le terme autopilote et full self-driving. Jugé trompeur parce que ils sont pas full ni complètement auto, ces pilotes. C'est pas une conduite totalement autonome. Tesla le vend comme conçu pour réaliser des trajets courts et longs sans intervention humaine. Le tribunal a recommandé une suspension de 3 jours des ventes de la fabrication en Californie. C'est une cata monstrueuse. Heureusement, le DMV, donc c'est le Department of Motor Vehicle, est volé au secours de Tesla avec un délai de 60 jours pour corriger sa communication. Alors, tu te doutes bien qu'ils se sont empressés de virer le terme autopilote partout en Californie, qui représente un tiers des ventes nationales de Tesla, imagine l'horreur. Donc, l'autopilote Tesla va être rebaptisé, alors rebaptisé comment, je sais pas, sans doute modeste assistance à la conduite pouvant dans certaines situations conduire en autonomie relative mais nécessitant une vigilance constante du conducteur et n'engageant pas la responsabilité de Tesla en cas de problème. Voilà, c'est plus long. C'est un peu plus long, mais au moins c'est plus, voilà, bon, c'est inattaquable. C'est inattaquable, c'est l'épreuve des balles. C'est quand même. Facile à retenir. J'avoue. Est-ce que tu as proposé cette formulation à Tesla? Parce qu'à mon avis, ils sont à 2 doigts de la retenir, effectivement. Une petite pause avant qu'on continue. Et là, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle et des sujets qui en déclinaient, mais on va parler évidemment de matériel dans cet épisode supplément. Je voulais vous dire à quel point je dois être honnête, de la chance parce que je peux rythmer mes journées comme je le veux. C'est vraiment, pour celles et ceux qui savent ce que c'est, un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir. Alors évidemment, bon, bien sûr, c'est pas rose tous les jours. Depuis que je me suis mis à mon compte, parce que forcément, il y a plein de choses. Il y a ma rémunération qui a baissé, il y a des impératifs administratifs qui ne sont pas les plus fun du monde, mais voilà, je tire quand même quelques éléments positifs que je voulais vous partager après 1 an de création d'entreprise. Alors d'une part, psychologiquement, je dois quand même le dire, je suis beaucoup plus épanoui que quand j'étais salarié. Il faut dire que je ne côtoie pas les mêmes personnes de manière aussi difficile, donc c'est forcément beaucoup plus facile à vivre. Et puis, j'ai plus facilement la possibilité de consacrer du temps à mes enfants pour prendre soin de ma santé. C'est vraiment un luxe, si je veux consacrer une matinée à une sortie scolaire et puis faire compenser des choses que je dois faire le soir, je peux le faire assez librement. Et puis, une bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai reçu un truc que les créateurs d'entreprises connaissent bien, mon premier bilan comptable qui m'oblige pas à déposer le bilan de mon entreprise au bout d'1 an. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je ne suis pas obligé, là, dans les semaines et les mois à venir, de refaire mon CV et de solliciter la communauté pour un recrutement. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas pas tout de suite. Et si c'est possible, tout ça, c'est avant tout grâce à vous qui écoutez le podcast, mais aussi vous qui, en plus de l'écouter, choisissez de faire une action très concrète qui est celle de soutenir et financer la production de Tech Café en vous abonnant sur Patreon, patreon.com/TechCafé. Pour quelques euros par mois, vous pouvez vous abonner à la version payante de Tech Café et profiter du podcast sans pub, mais aussi et surtout des avantages comme les lives privés mensuels ou les contenus exclusifs des coulisses de Tech Café. Et c'est comme ça que vous pouvez financer mon travail et permettre aussi à Guillaume Poggiaspala d'être rémunéré comme il se doit pour ce qu'il fait pour le podcast. Alors, si vous êtes déjà abonné à la version payante de Tech Café,
Merci du fond du cœur, hein, je crois que je ne vous le dirai jamais assez et si c'est pas le cas, assurez-vous au moins, à minima, hein, forcément c'est le strict minimum maintenant, d'être abonné à la page Patreon dans sa version gratuite pour recevoir au moins la newsletter, les offres exclusives que Patreon ne manquera pas de vous envoyer, mais aussi quelques infos privilégiées. Ça prend quelques secondes. C'est sur patreon.com/techcafé. Merci évidemment du fond du cœur de me permettre de continuer à vivre un quotidien bien plus épanouissant que je n'en ai vécu précédemment. Pour la suite de l'épisode, ça arrive bientôt, un projet de Cerebras pour construire un super calculateur d'intelligence artificielle avec le soutien des Émirats arabes unis. Rappelez-vous, Cerebras, c'est les mastodontes, les ordinateurs monstrueux avec des processeurs énormes qui permettent de faire fonctionner des IA super rapidement, entre autres, mais c'est ce que ça permet, notamment. Oui, on reparle encore du AI Summit en Inde, hein. C'est là-bas que G42, la compagnie tech émirati, a annoncé qu'elle allait acheter pour 8 pétaflops de calcul à Cerebras et que tout serait installé en Inde. Donc. Alors Cerebras fait partie des outsiders de l'inférence pour l'intelligence artificielle, avec donc effectivement ces puces qui sont donc très très particulières, hein, qui sont énormes effectivement, on en a déjà parlé plein de fois, qui font donc la taille d'une assiette et qui ont la particularité d'embarquer 44 gigaoctets de mémoire ultra rapide directement en die, hein, comme c'était du cache de processeur. Alors les avantages sont évidents, les inconvénients aussi, hein, c'est qu'il faut le modèle puisse rentrer, sinon il faut utiliser plusieurs puces, faire des clusters, tout ça, c'est pas forcément pratique. Pour l'entraînement, c'est même trop lourd d'ailleurs. Mais ça reste très, très rapide en inférence. Et pour le coup, Cerebras, c'est très lié aux Émiratis, qui sont les principaux investisseurs et les principaux clients. Longtemps, c'est resté un peu niche, mais petit à petit, leur marché se développe néanmoins. Et là, ils vont contribuer à la souveraineté numérique de l'Inde, qui cherche à devenir un pôle IA important et autonome. C'est assez évident. Alors, il y a plusieurs très grosses boîtes indiennes qui ont déjà promis plus de 100 milliards d'investissements, d'ailleurs, dans l'IA. Le but, c'est aussi d'entraîner et de distribuer leur propre modèle, entraîner sur leur propre langue, hein, leurs propres données. Il y a d'ailleurs un LLM spécifique, donc anglais et hindi, qui s'appelle Nanda, qui existe, et c'est un peu le lama indien, quelque part. Cerebras, c'est loin d'être seul au AI Summit, hein, donc on avait parlé d'OpenAI en hebdo, mais on a aussi donc AMD et Nvidia qui ont dévoilé des déploiements de très grande échelle, en Inde, hein, des mégawatts de centres de calcul, le tout en partenariat avec les géants locaux comme Tata, Adani, Jio, etc. Et j'ajouterais qu'en fait, l'IA pour l'Inde, c'est peut-être aussi une question de vie ou de mort, parce que il y a un truc qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les grandes boîtes américaines, et même les grandes boîtes occidentales en général, hein, font beaucoup appel aux ingénieurs indiens, aux programmeurs indiens, parce qu'ils sont moins chers. Et là, ce qu'on est en train de voir arriver, c'est que les IA font de la programmation, et donc commencent de petit à petit à grignoter, si tu veux, cet avantage-là. Quoi. C'est une population de sous-traitance, et quand tu commences à remplacer ton sous-traitant par des algorithmes, ça devient un sujet, c'est intéressant. Exactement, ça. Donc si là, déjà, avec les outils modernes, si tu veux, ça commence à empiéter un peu sur la plate-bande, il n'est pas exclu que dans 2 ans, il y ait tout un secteur majeur de l'économie indienne, hein, qui soit le secteur IT indien, qui soit dans un gros caca, quoi. Donc, effectivement, eux aussi doivent développer des trucs IA pour justement équiper leur propre population et essayer de rester et avoir une chance de rester, tu vois. Il y a aussi ces considérations-là, je pense, qui sont vraiment importantes pour l'économie indienne du futur. C'est plutôt stratégique, effectivement. On a les ressources matérielles pour l'entraînement des IA, mais on a aussi le matériel, tel que Cerebras d'ailleurs, pour l'inférence, c'est-à-dire en gros faire fonctionner les modèles d'IA. Le but, c'est de les faire fonctionner le plus vite possible, de la manière la plus économe en énergie qui soit. Bon, même si ça, c'est peut-être pas forcément la priorité absolue, en tout cas le plus vite qui soit. Et donc, c'est un nouvel enjeu des ordinateurs qui sont développés. Et il n'y a pas que Cerebras, on en parle effectivement régulièrement, comme tu le dis, ou des très connus comme les H200 de Nvidia. On parle aussi parfois de Grok, celui avec un Q évidemment. Mais il faut compter aussi avec ce qui semble être encore plus efficace. J'ai l'impression, si j'en crois leur graphique, Guillaume, il faut que tu nous décryptes ça, c'est Thalas. Et on va pas faire de jeu de mots avec des génériques de séries. Bon, d'accord. Bon, on y va alors. Écoute, cette puce, franchement, c'est celle qui a le plus la classe, Thalas. Franchement. Ah putain. Mais oui, c'est Thalas, parce que l'IA, c'est un univers impitoyable, tu vois, qui glorifie la loi du plus fort. Je m'y attendais. Bref. Oui, alors Thalas, donc Thalas en plus avec 2 A, c'est le meilleur nom possible, hein, donc. C'est génial. C'est une puce qui existe, mais surtout, c'est une idée simple et un peu farfelue.
pas farfelu jusqu'à ce que tu regardes les performances, et là tu te dis que peut-être c'est pas si farfelu que ça. Ouais. Bon, c'est quoi le problème avec les IA aujourd'hui? Si on omet le fait qu'elles racontent régulièrement des conneries, bien entendu, et qu'elles en font aussi, c'est quoi les problèmes? C'est que quand tu veux faire tourner une IA, tu veux tout. Tu veux énormément de puissance de calcul, une grosse quantité de mémoire et énormément de bandes passantes mémoire, et tout ça, tu le veux simultanément. Et c'est le simultanément qui est un problème d'ailleurs, hein, parce qu'en payant cher, tu peux avoir un de ces 3 éléments, en payant très cher, tu peux avoir 2 de ces 3 éléments, mais tu peux pas avoir les 3, quoi. Mmh. Donc Thalas, il dit: «OK, je renonce». Bon, tant pis, je renonce. Je renonce à avoir de la mémoire. Bah, j'aurai pas de mémoire, bah tant pis, j'aurai pas de mémoire. J'aurai pas de OK. mémoire dans le sens de mémoire vive. Et l'idée de Thalas, c'est de prendre une IA qu'on aime bien, notre petit lama préféré par exemple, Mmh. et tu le graves directement, la pauvre bête, tu la graves directement dans le silicium. La Directement. vache. Crash. OK. Faut bien comprendre le truc, hein. Les poids du modèle sont gravés directement dans les transistors d'une puce ultra spécialisée, d'un Ils ASIC. sont Donc là, physiquement ils reconstitués, sont quoi. physiquement reconstitués. Du coup, t'as pas besoin de charger le modèle puisque il est le modèle. Ouais, ouais. La OK. puce est le modèle. Alors attention, c'est pas juste qu'on a des poids du modèle en ROM, tu vois, qu'on n'a pas une RAM, on met des poids du modèle en Mmh. ROM. Non, c'est pas ça. Tant qu'on a les poids du modèle en ROM, c'est que les calculs sont faits directement par la ROM, en quelque sorte. Les calculs et les données sont fusionnés. Pour schématiser, dans votre puce, quand il y a, enfin, un truc normal, c'est une puce normale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc l'ALU, le truc qui fait les calculs, quoi, dans votre puce, qui, il doit faire un calcul sur des données en mémoire. Bah donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rapatrie les données sur le truc, il fait dans l'ALU, dans le processeur, il rapatrie les données, il fait son calcul, puis après il envoie les données donc dans un autre point de la mémoire, quoi. Et ça, c'est chiant parce qu'il faut donc faire un aller-retour. Quel gaspillage. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Dans la puce de Thalas, en fait, il y a dans une zone de mémoire morte, en quelque sorte, hein, dans une zone de la puce, il y a une zone, il n'y a pas une zone qui stocke « je suis 5 ». Bonjour, je suis une donnée, je suis 5. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la puce, il y a une unité de calcul figée qui ne sait faire que 5 fois plus 2. Donc elle voit arriver un nombre, elle fait 5 fois plus 2 et puis c'est tout. Et en fait, c'est des unités fixes comme ça, et il y en a autant que des poids dans le modèle de deep learning, donc des Ça paraît milliards. fou de matérialiser comment c'est possible de constituer un truc pareil. Ça me Et en dépasse. fait, donc chacun des poids fait le calcul lui-même, en fait. Les poids, les calculs sont faits directement en mémoire, si on veut. Alors, c'est l'avantage évident, hein, c'est que les calculs sont faits in situ et tous à la fois, tout Mmh. ça en parallèle, donc c'est génial, mais il y a un des avantages évidents, c'est que, tu peux pas changer de modèle. Donc tu Ah as ton oui, c'est lama. sûr, il est inscrit en dur, oui, pour le coup, là. Ben ouais, c'est quand même, tu vois? Tu Donc ton ça veut dire qu'il lama faut que là. tu changes de carte quand tu veux changer de modèle, Eh ben oui, oui, potentiellement. bien sûr, tu prends ton lama, il a subi sa transformation, sa thalassothérapie, quelque part, n'est-ce pas? Et ben, c'est fini, effectivement, tu peux pas mettre un Qwen, un GPT, non, c'est fini, c'est mort. Ouais. C'est lama pour l'éternité, jusqu'à ce que tu foutes à la poubelle. Alors vous allez me dire, et vous aurez bien raison, que c'est quand même un petit peu extrême comme solution. Oui, mais attendez voir les performances. C'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est parce qu'ils comparent à peu près toutes les solutions disponibles du marché, et ils ont Regardez-moi ce concrètement graphique incroyable. créé un prototype qui incarne vraiment, hein, dans du hardware, un modèle open source donc de petite taille, hein, c'est Llama 3.1 8B, donc 8 milliards de paramètres, un petit modèle, que vous pourriez faire tourner sur votre PC. Et puis, ils ont essayé de faire tourner ça sur une H200. Une H200, donc une GPU de NVIDIA haut de gamme d'il y a 2 ans environ. Et le H200, il envoie 230 tokens par seconde en inférence. OK, pas mal. Pas mal, déjà. La B200, la star de cette année, donc, hein, voilà, elle en envoie 353. Et ça, c'est les GPU polyvalentes, hein, qui peuvent aussi bien faire de l'entraînement que de l'inférence. C'est la solution la plus utilisée aujourd'hui. Ça double pas, mais c'est plus fort. Voilà. C'est ça. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de H200 en déploiement, d'ailleurs, aujourd'hui, et les B200 viennent d'arriver, quoi. Bon, ensuite, vous avez Grok, voilà, que tu as évoqué. Eux, Très ils envoient rapide, lui, hein. 594, 2 fois plus que le H200, quand même, hein. Ça va très, très vite. Après, il y a Samba Nova qui atteint 932, avec ses puces très très spécifiques, quand même 4 fois plus. Puis il y a l'inénarrable Cerebras qui explose tout, avec Ouais. presque 2000 tokens par seconde. Ouais. Donc, vous 10 voyez fois que c'est- plus, quoi. Donc Ouais. vous voyez que c'est quand Enfin, même presque. pas mal, hein, d'avoir des Ouais. puces géantes, monstrueuses comme ça, vous obtenez 10 fois plus, 10 fois la vitesse d'une H200. Alors ok, mais bon, alors allez, arrête ton suspense, c'est bon, ça suffit là. Combien fait Thalas? Eh ben Thalas, il envoie 17 000 tokens par seconde. C'est-à-dire 75 fois plus quand même, hein. Je rappelle qu'on était déjà impressionné par GPT 5.3 Spark qui tournait sur Cerebras et qui était 10 à 20 fois plus rapide déjà que la version normale. Thalas, c'est encore 8 fois au-dessus de ça.
À ce niveau de performance, c'est carrément un changement de paradigme. C'est-à-dire que les assistants de code peuvent produire des applications complètes en quelques minutes. Même les réflexions longues et super profondes deviennent quasi instantanées. On peut même imaginer utiliser ce genre de truc pour générer de la vidéo, de l'audio ou des images, et là, tout se fait en temps réel. Ah ouais. Imagine pour des robots qui sont toujours en général si lents à réagir, tout ça, avec ce genre de truc, ça sera aussi réactif que toi et moi. Et bien sûr, ça réduirait énormément le prix du token. Mais c'est... Bon. Par contre, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'avant ça, il y aura quand même pas mal d'étapes et de boulot. La puce dont je parle, c'est un proto, ça s'appelle le HC1. Ah, on peut pas la commander en ligne pour 100 $. Non, je crois pas. Elle est gravée en 6 nanomètres. On a parlé d'un modèle de toute petite taille. En fait, ce modèle dont j'ai parlé, il a 8 milliards de paramètres, mais en réalité, il est significativement compressé. Parce que, en fait, chaque unité dont j'ai parlé, là, ça se passe à des niveaux de bits. Hein, donc, ça veut dire qu'en gros, c'est pas je suis 5, je fais 5 fois, ou 28 fois, ou 30 fois. Non, en fait, le truc a été compressé sur 3 bits. Je crois chaque point a été compressé sur 3 bits. Donc, c'est vraiment des trucs un peu extrêmes. Hein. Le HC2, donc le deuxième prototype qui prépare en ce moment, devrait contenir un modèle qui soit moins compressé, dans 4 bits, donc moins compressé, plus gros et qui réfléchit. Donc, on va probablement passer à un truc qui fera dans les 20 milliards de paramètres. Donc, en gros, ça sera 3 fois la capacité du HC1. C'est cool, mais on est très loin de la taille des modèles commerciaux. Hein. Même en augmentant la finesse de gravure et en poussant la taille des puces au maximum, il va falloir plusieurs cartes par serveur. Et peut-être plusieurs serveurs pour faire rentrer un modèle du calibre de Claude, par exemple. Alors, la multiplicité des cartes PCI, c'est pas forcément un gros problème. Ça peut faire baisser un peu les performances. Mais enfin, il y a de la marge, hein, puisqu'on est quand même à 80 fois plus, donc il y a de la marge. Ah oui. Par contre, bien entendu, ben oui, à chaque changement de modèle, tu jettes toutes les cartes à la poubelle. La durée de vie me paraît pas complètement evergreen dans cette histoire. Alors, ça paraît aberrant. En réalité, tu sais que les GPU, on les renouvelle tous les 4 ans, enfin tous les 4-5 ans. C'est vrai, hein. c'est vrai. Si on met ça en perspective, c'est vrai que finalement, c'est pas Là, si c'est vrai qu'on change de modèle tous les 4 mois, quoi, globalement, c'est pas possible, effectivement, c'est pas gérable. Après, si on imagine que tu te stabilises et que une fois par an ou tous les 2 ans, tu utilises un modèle et que tu l'amortis, Ouais. économiquement, ça peut se tenir. Hein, si tu arrives à amortir le truc, ouais. c'est toujours pareil, tu vois, de manière purement économique. Hein. Alors oui, ça va faire encore plus de déchets électroniques, évidemment. C'est une solution qui paraît complètement scandaleuse, mais le pire de tout, c'est qu'à ce niveau-là, la situation est déjà tellement catastrophique que je suis même pas sûr que ça se verrait tant que ça. Mais bon. En vrai, je sais pas si la solution de Thales va réellement aboutir à un produit commercial ou pas, mais c'est une idée originale, en tout cas. Et ça valait probablement le coup d'en parler. Ouais, ça vaut le coup d'en parler. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est effectivement une option qui s'ouvre devant nous et qui va sans doute se renouveler. Et je suis sûr que ça va créer d'autres idées. Mais le fait comme ça de transposer un modèle, un LLM, évidemment compressé comme tu l'as dit, mais sous forme physique, me captive. Je trouve ça fascinant. Bon, en tout cas, il y a un enjeu pour faire fonctionner toutes ces IA, tous ces ordinateurs. Évidemment, il faut beaucoup d'énergie au point qu'on en est obligé de racler les fonds de tiroir, comme par exemple réactiver des centrales à charbon. C'est ça, Guillaume? Oui, alors c'est vrai que je sais que ce que je viens de dire paraît peut-être un petit peu désinvolte, hein, sur la question des déchets électriques, qui est effectivement un problème sérieux. Après, il faut réaliser aussi que les premiers producteurs de déchets électriques, c'est pas les data centers en fait, hein, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Oui, voilà, c'est toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, hein, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls. Sur le rapport de McKinsey 2022, les appareils des particuliers émettaient globalement 1,5 fois à 2 fois plus de CO2 que tous les data centers mondiaux combinés. Et en fait, c'est marrant, mais le fait qu'on pose ces chiffres-là, c'est intéressant quand même parce que ça nous donne le poids de notre responsabilité aussi, je trouve. Et d'ailleurs, les 3/4, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les 3/4 du CO2 qui a été émis par ces appareils, par nos appareils à nous, hein, donc par téléphone, console, portable, il est à 75% issu donc les 3/4 du CO2 émis par votre console, c'est la fabrication. Et donc 25%, c'est l'utilisation. Alors que pour les data centers, en fait, l'impact carbone vient à 60% de l'utilisation des serveurs et à 40% de la fabrication des serveurs. Et la raison, très simplement, c'est parce qu'on change trop souvent d'appareil, hein, nous autres, les utilisateurs finaux, les gens, quoi. Plus d'1 milliard de smartphones par an sont remplacés. En moyenne, on change de téléphone environ tous les 2 ans, d'ordinateur portable tous les 3 ou 4 ans, d'imprimante tous les 5 ans, alors que les serveurs de data centers sont remplacés à peu près tous les 5 ans, justement. Si on changeait à la place de smartphones tous les 3 ans au lieu de 2, ce serait une réduction des émissions globales de 33% là-dessus, sur ce secteur-là. Et c'est une telle échelle, d'ailleurs, que ce sera même plus important que les stratégies d'optimisation qui sont mises en place dans les centres de données.
Non, mais ça, c'est intéressant quand même parce que c'est une question à laquelle, on n'avait pas forcément, intuitivement la réponse et je trouve que c'est important d'insister dessus. Le poids qu'on a d'un point de vue carbone sur nos consommations d'appareils individuels est énorme. Voilà, il faut pas le sous-estimer. Bah, de toute façon, en plus, bon, il faut bien aussi reconnaître que, les centres de données, ils existent aussi beaucoup parce que, il y a une demande pour. Je veux dire, parce qu'on utilise les services, hein. Carrément. Je veux dire, Mmh. TikTok, il est là parce qu'il est là, il a besoin de gros data centers et Bah, oui, oui. consommer beaucoup de puissance parce qu'on passe notre vie dessus aussi, hein. Bon, Mmh. vraiment, tu vois, le cloud, il pèse aussi, hein. Le cloud, il est assez lourd, hein, Mmh. évidemment. Et bon, on peut aussi mentionner d'ailleurs que le logiciel joue un rôle aussi. Pour moi, les logiciels sont optimisés. Au plus ils prennent de place, au plus ils prennent de puissance, au moins ils savent utiliser efficacement les ressources, au plus ils demandent de trucs, quoi, au plus ils contribuent aux émissions de gaz à effet de serre aussi. C'est un truc qui est pas si anecdotique que ça. À l'université de Waterloo, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en changeant quelques lignes de code par-ci par-là, on pouvait réduire la consommation globale à l'année d'un data center par 30%. Incroyable, Parce que, 30%, c'est oui, énorme. tu consommes moins d'énergie, si tu fais moins de travail, Mmh. hein, si tu plus efficace, quoi. Et alors, mais après, c'est pas non Et plus quand pour. tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent qui sont vibe codées, ça ne nous laisse pas des perspectives très Oui, positives alors pas là-dessus. forcément. Alors j'espère qu'il y aura, disons, un vibe coding vraiment très, 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 comment dire, tu vois, très soigneux, hein, et très Mmh. révisé, si tu veux, pour les infrastructures critiques quand même. Mmh. Parce que là, on parle quand même Admettons. d'infrastructures, de serveurs, des Oui, trucs assez, c'est qui vrai. doivent être vraiment robustes, Mmh. disons, en général, par nature, mais bon. Après, c'est pas pour exonérer les data centers non plus, qui effectivement, consomment aussi beaucoup d'énergie et qui surtout, en consomment de plus en plus et surtout qu'on en construit de plus en plus. L'étude date de 2022. Est-ce qu'en 2026 et en 2028, ce sera la même chose? C'est pas complètement clair, d'autant qu'il y a quand même voilà, une explosion de la construction, une explosion de la consommation et en plus, un certain Donald qui s'évertue à rendre le plus polluant possible finalement les data centers américains, puisqu'il insiste pour garder en ligne le plus de centrales à charbon possible. Et aux États-Unis, donc du coup, l'électricité qui est produite par la grille américaine devient de plus en plus sale, parce que normalement, ces trucs-là devraient plus être utilisés. Donc effectivement, la problématique des déchets électriques, elle est super importante, hein, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est évident que la solution de Thales n'est pas très satisfaisante, c'est clair, hein. Mmh. Mais il faut pas non plus imaginer que, je veux dire, si tu t'insurges et tu as parfaitement le droit de t'insurger, c'est normal, hein, contre des cartes électroniques qui partent à la poubelle tous les ans, par exemple, hein, dans un cas hypothétique avec Thales. Mais enfin, si tu fais ça, bon, il faut aussi être, crédible et si c'est vrai que si tu changes toi-même de téléphone tous les 2 ans, tu pas très crédible aussi, tu vois? C'est clair. C'est clair, ça nous renvoie à nos responsabilités aussi individuelles. Toujours dans le domaine du matériel, il y a évidemment la fameuse, crise de la RAM, l'hiver de la RAM, la RAM-pocalypse, la crise de la mémoire vive qui nous frappe de plein fouet depuis fin 2025. Quelles sont les nouvelles sur le front, Guillaume? Eh ben, Samsung, SK hynix et Micron sont entrés dans une phase d'expansion de leurs usines. Ils sont en train d'augmenter les capacités de production. Enfin, me direz-vous, enfin une bonne nouvelle dans ce marasme électronique dans lequel on vit depuis plusieurs semaines. Et c'est des gros investissements à la hauteur d'ailleurs des masses de pognon monstrueuses qui sont en train de palper, hein. Par exemple, Micron va dépenser 200 milliards dans un nouveau projet aux États-Unis qui pourrait accroître de 40% son volume de production global. C'est vraiment pas rien. Le problème, c'est que c'est sur 2 sites et que, ça sera premier semestre 2027 pour l'un et 2028 pour l'autre, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Les Coréens de SK hynix ont aussi l'ambition d'investir 85 milliards de dollars sur un site qui pourrait être opérationnel plus proche de nous, le mois de mai. Samsung veut étendre aussi une de ses usines, hein, c'est pareil, c'est pour 2027. Alors après, est-ce que ça, c'est des bonnes nouvelles? Oui, mais pour qui? Alors c'est des bonnes nouvelles pour eux, hein, déjà, hein, parce qu'ils vont produire plus de RAM, donc ils vont en vendre plus et ça sera super. Évidemment. Mais pour nous, c'est pas complètement évident. Alors si la bulle IA éclate, on pourra se retrouver avec des masses de RAM peu chères d'ici 6 mois ou 1 an, hein, c'est possible, hein, on va pas Mmh. savoir. Ouais. Mais si ça continue comme ça, on sait très bien que malheureusement, l'accroissement de la production de la RAM que je viens de décrire sera intégralement ou pas loin absorbé par les besoins de plus en plus importants des centres de calcul. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les puces Nvidia évoluent, au fur et à mesure des générations, elles utilisent de plus en plus de mémoire. La génération actuelle de Blackwell, de Nvidia, utilise 480 gigaoctets de DDR. La Rubin pourrait en utiliser 768. Les besoins en HBM pourraient passer de 384 à 576 gigaoctets. Or, la HBM mobilise encore beaucoup plus de ressources de production que la DDR.
Donc il est possible que les constructeurs se dimensionnent déjà pour répondre à leurs demandes à eux, finalement, aux demandes des pros, beaucoup plus qu'à la nôtre, celle des particuliers. Et c'est le même phénomène qui est en train de se produire avec la flash. Le prix des SSD va continuer de monter, ils vont devenir de plus en plus rares parce que là aussi, les capacités de production sont au taquet, quoi. Les GPU des serveurs pour IA, elles ne vont jamais seules. Elles ont de la DDR aussi en appui, elles ont de la DRAM, elles ont aussi des grandes quantités de SSD et des disques durs même parfois qui vont avec. Il y a même une règle d'ailleurs basée sur cette hiérarchie mémoire. Tu as divers tiers, divers niveaux. Tu as le tiers G1, c'est la HBM, donc c'est la mémoire la plus chère et la plus rapide. C'est aussi celle qu'on a en la moins grande quantité. Puis après, tu as le tiers G2, c'est la DRAM, donc c'est la RAM standard, moins rapide. En général, les recommandations sont d'avoir entre 2 et 4 fois plus de mémoire G2 que de mémoire G1. Après, tu as le tiers G3, c'est le stockage niveau du nœud, comprendre les SSD que tu as dans le serveur à l'intérieur. Donc on peut partir sur 15 Teraoctets par nœud, parce que c'est des trucs qui servent à stocker, à sauvegarder les checkpoints quand tu entraînes des modèles. Enfin, t'imagines, une IA, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois l'entraînement. Évidemment, tu vas faire des sauvegardes régulières, toutes les heures, disons. Donc vous imaginez, vu la taille des modèles, l'espace que ça peut prendre. Et ensuite, vous avez le niveau G4, ça par contre, c'est le stockage réseau, qui en général constitue aussi de SSD et potentiellement de disques durs, dont la taille est encore plus grosse que celle du G3. Donc si on part sur 15 Tera par nœud et 30 Tera par GPU de stockage réseau, et qu'on estime pour 1 gigawatt d'installation de puce NVIDIA, de cette génération-là, on arrive à 25 hexaoctets de capacité. Oh la vache. Oula, c'est 25 millions de téraoctets. Ça. Ouais. 25 millions de téraoctets. Et en faisant comme ça des calculs très rapides à l'arrache, on peut estimer que grosso modo, en 2023, sur les super ordinateurs IA, là, en 2023, ils ont consommé dans les 135 hexaoctets. 315 en 2024, 450 en 2025. Donc c'est encore bien pire en 2026. Ouais. Et alors tout ça, pour résumer, ça fait beaucoup de SSD. Oui, voilà, ça c'est un résumé qui va marquer tout le monde. Ça fait beaucoup de SSD. Pas pour nous. Voilà, on n'aura pas. Ouais. Et ça fait aussi même beaucoup de disques durs, puisqu'on vient d'apprendre que Seagate et Western Digital avaient déjà tout vendu. Toute leur production. Toute la production de disques durs pour 2026, elle a déjà été achetée. Fini, sold out. Stocks sont vides, il y a même des clients qui ont réservé de la capacité pour 2028. Alors tout ça, c'est super pour Western Digital et Seagate, on les félicite. Pour nous, c'est pas génial, même si effectivement les disques durs sont plus des masses utilisés par les particuliers, faut bien le reconnaître. Donc nous, il va nous rester les yeux pour pleurer, même les Steam Deck commencent à se faire rares et à plus être disponibles que de manière intermittente. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, l'avenir, c'est le PC dans le cloud, Satya Nadella et Jeff Bezos le disent depuis des années. Ou à l'extrême limite, pour les fétichistes, les locations. Vous faites bien du leasing pour votre voiture, alors pourquoi vous le feriez pas pour votre PC ? Et en plus, comme les prix explosent, ça autorise les constructeurs à proposer des plans qui sont à l'extrême limite de l'escroquerie. Comme ceux de HP, par exemple. Vous pouvez par exemple louer un appareil bureautique pour 35 $ par mois, une tablette convertible pour 55, et si vous voulez un appareil gaming, par contre, ce sera plutôt entre 70 et 120. Quelle bande d'enfoirés. Sachant que c'est un forfait qui dure au moins 1 an, que si vous annulez avant, la pénalité coûte à peu près le prix de la machine, et que même si vous gardez votre appareil 2 ans, il vous appartiendra jamais. Même si vous payez 2 fois son prix en mensualité, vous ne pourrez jamais l'acquérir. C'est le loyer. Donc, même avec les prix actuels du marché, ces offres sont à la limite de l'arnaque. Effectivement, je l'espère qu'elles feront un énorme bid, parce que si c'est ça le futur de l'informatique personnelle, moi, ça me dit pas du tout. Ouais, là, on arrive quand même à des limites de ce qu'on est prêt à supporter. Après, tout ça, effectivement, pourrait vite être retourné si jamais une bulle éclatait, effectivement. Mais bon. Bon, tu nous as parlé des enjeux de rareté sur le stockage. C'est vrai aussi sur le stockage à long terme et avec finalement autant d'informations produites, autant d'IA utilisées, ça devient hyper important aussi de continuer à stocker l'information à long terme. On n'y pense pas souvent, mais les supports qu'on utilise aujourd'hui pour les sauvegardes, en fait, ils n'ont pas une durée de vie si importante que ça. Et c'est Microsoft qui est peut-être en train de préparer une solution, tenez-vous bien, révolutionnaire. Ils sont là pour nous sauver, Microsoft. On parle d'enjeux de sauvegarde à dizaines de milliers d'années. Guillaume, je ne serai pas là pour vérifier si ça marche toujours, moi. Comment on va faire ? Effectivement, il faudra envoyer nos agents dans le futur. Oui, c'est vrai. On va finir cet épisode avec de la science et une proposition de Microsoft pour une nouvelle manière de stocker les données et les graver dans du verre. C'est le projet Silica, c'est joli, et ça fonctionne déjà en laboratoire avec une densité d'environ 1 gigabit par millimètre cube. Parce que oui, en fait, on crée des voxels. On va graver l'information dans la masse en volume. Pour ça, on a 2 options. Alors pourquoi le verre, alors que le verre, a priori, c'est fragile ?
Bah, déjà, ça dépend des verres, en fait, hein. Il y a des verres, Mmh. qui sont pas si fragiles que ça. Le verre, c'est un état de la matière qui est assez général, en fait, il y a plein de verres différents et évidemment, le verre est transparent, donc ça permet de graver en volume avec de la lumière en combinant plusieurs lasers et on a besoin de lasers vraiment puissants et extrêmement précis, donc ils utilisent des trucs assez sophistiqués, hein, des lasers femtosecondes qui envoient d'énormes bouffées d'énergie pendant des durées très, très courtes et c'est important parce qu'on va le voir, ça prend, quand même beaucoup de temps l'écriture et puis il faut être extrêmement précis. Une option pour encoder de l'information dans le verre, c'est d'y graver une espèce de petit espace ovoïde, de petit œuf comme ça, un petit truc, une petite zone dans laquelle on a un phénomène de biréfringence. Biréfringence, c'est quand la réfraction, c'est-à-dire la direction que prend le rayon lumineux, c'est-à-dire quand le rayon lumineux est cassé, vous savez, quand le rayon lumineux Mmh. change de direction dans l'eau, quand cette direction, elle va changer en fonction de la polarisation de la lumière. Et comme c'est une sorte de polarisation, on peut aussi régler dans une certaine mesure quelle direction on veut, et pour le coup, on peut encoder plusieurs bits dans un même ovoïde. Il y a une autre option qui, si vous n'avez pas envie d'utiliser la polarisation, vous pouvez utiliser l'intensité juste de la réfraction. Ça réfracte plus ou moins dans une certaine zone. Et là encore, on peut du coup encoder plus d'un bit par zone, hein, par voxel, puisque en fonction de à quel point ça réfracte, donc, on peut encoder plusieurs valeurs. Après, comment on fait pour lire? Bah, c'est typiquement de la microscopie. Donc il y a un microscope, hein, qui va aller voir comment réagit la lumière dans des toutes petites zones de multiples lasers sur chaque petit morceau. Et en faisant la mise au point sur un plan à la fois, on peut lire comme ça, couche par couche, des voxels. Et on peut d'ailleurs mentionner au passage que pour faire ça, on utilise pas mal de deep learning, parce que c'est des signaux qui sont compliqués en général et qui sont parfois un peu flous ou parasités, parce qu'ils peuvent être parasités par les plans avant ou arrière, parce qu'on focalise sur un plan, mais on voit quand même un petit peu aussi les plans avant ou arrière. Alors dans un labo, en théorie, ça fonctionne tout ça, hein, mais en Ouais. pratique, est-ce que c'est viable? Bah, en fait, Bah, oui, j'aimerais on est quand savoir. même assez loin d'une commercialisation parce que pour l'instant, ils ont réussi à graver un peu moins de 5 téraoctets de données sur une tranche de verre carré de donc 12 centimètres sur 12 et qui fait 2 millimètres d'épaisseur. C'est très joli, mais ça a quand même pris 150 heures, hein, pour graver tout ça. Ah oui. Le bon côté, c'est que c'est extrêmement stable. Alors évidemment, si tu le fous par terre et que tu mets des coups de pied dedans, il va partir. Mais par contre, si tu le laisses peinard, mais vraiment bien Ouais. peinard, ça peut durer des milliers et des milliers d'années. Pas de vieillissement, aucune sensibilité au rayonnement électrique, aucune sensibilité aux variations de température, tout ça. C'est stocké pour l'éternité ou presque. Ah bah, d'accord, OK, je croyais que tu voulais continuer à rebondir, mais je me disais que 10 000 ans, effectivement, je me rendais pas compte de à quel point c'était proche de l'éternité, mais en tout cas 10 000 ans, c'est très long, effectivement, à l'échelle du stockage. Mais c'est un vrai enjeu, hein, effectivement, le stockage dans la durée. Tu disais, ça utilise du deep learning, pour, la lecture parce que, voilà, il y a des éléments qui peuvent fausser et cetera, un peu la lecture, mais ça veut dire quand même que la restitution des données, elle est fiable malgré tout? Il y a pas Ouais, elle est d'erreur fiable parce de qu'ils utilisent des codes correcteurs d'erreurs dedans aussi. OK, d'accord, Ouais. OK. Comme j'imagine dans tout stockage Comme d'ailleurs, dans dans tout toute stockage, restitution de absolument, stockage, oui, ouais. oui, tout ça est fait. OK, on termine avec du stockage, mais cette fois-ci non plus de données, mais d'énergie. Vous êtes peut-être en galère parce que vous avez besoin de recharger rapidement là, votre appareil. Il y a pas de chargeur sous la main, on connaît l'histoire, hein, on est soumis à ça régulièrement, pas de borne dispo sous la main et cetera. Et bah, tout ça, ça pourrait peut-être être de l'histoire ancienne, tant on pourrait, faciliter la recharge des batteries. Ça fait longtemps, Guillaume, que tu nous fais rêver avec les batteries solides. Mais bon, il faut quand même concevoir le fait que des batteries qui récupèrent 80 d'autonomie en seulement 5 minutes, moi, j'avoue, ça me tente. Guillaume, ça me tente. Bah, écoute, oui, moi aussi ça me tente, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette succulente batterie finnoise, qui avait été, qui s'appelle Donut, enfin de la boîte Donut. Mmh. La boîte de Donut avait sorti donc cette batterie au CES dernier, au dernier CES et j'en avais parlé comme d'une véritable percée, hein, puisque c'était a priori la Ouais. première batterie au lithium solide fonctionnelle et en production et c'était européen en plus. Après coup, il y avait eu énormément de scepticisme quant à la véracité de tout ce qu'avait raconté, la boîte, hein. Alors j'avais Mmh. même vu passer des articles prétendument de debunking. Il semblerait que la batterie de Donut existe réellement et qu'en plus elle soit à la hauteur des promesses. Ah bah, Alors c'est un excellent. test indépendant qui a été fait par le centre de recherche finlandais VTT, qui apparemment fait pas que du vélo, Ouais. et qui a conclu que la batterie qu'ils avaient entre les mains était effectivement capable de se recharger à une vitesse absolument phénoménale, hein, puisque 80 de recharge en 9 minutes et demie, voire 4 minutes et demie en conservant presque toute sa capacité. Oh, ouais. En plus, cette batterie ne nécessite pas de refroidissement actif ou de mesures spéciales liées à la pression interne, hein. Le refroidissement se fait Incroyable. là, par les tests, enfin lors des tests, le refroidissement s'est fait avec des panneaux de métal collés dessus pour, voilà, des radiateurs quoi globalement, mais ça suffit.
Donut Lab affirme que la batterie a en outre une capacité de 400 watts par kilo contre 300 pour les meilleurs au lithium-ion. Et ils affirment surtout qu'elle supporterait 100 000 cycles de recharge, ce qui lui donne une durée de vie potentiellement de plusieurs siècles. Alors, si ça se confirme, parce que pour le coup, ça n'a pas été testé, hein, ni la capacité, ni la longévité. Enfin, la capacité, non, je crois pas. Mais la longévité, évidemment, ça n'a pas été testé. En tout cas, la batterie de Donut existe vraiment, et peut-être qu'elle présage une petite révolution pour les véhicules électriques. C'est quand même dommage que ce soit plus trop à la mode, les véhicules électriques, hein, c'est ballot, mauvais timing, mais bon. C'est con quand même, si seulement il y avait eu des politiques favorables à ce sujet-là. Ultime question, pour recharger cette batterie de 0 à 80% en moins de 5 minutes, il faut une grosse quantité d'énergie, je veux dire, il y a de la déperdition d'énergie? Non, il y a pas particulièrement de déperdition, mais il faut effectivement envoyer de la puissance, ça c'est sûr. Ouais, évidemment. Donc il faut du jus malgré tout. Bon, très bien. Mais encore une fois, hein, ça se confirme, c'est une bonne nouvelle, ces batteries solides. Là, vous verrez, peut-être que recharger sa batterie aussi lentement, ça deviendra de l'histoire ancienne. On en profitera peut-être, allez savoir. Pour le savoir, le mieux, c'est de rester abonné évidemment à Tech Café, de continuer à écouter tous les épisodes, et puis d'être sûr, oui, que vous êtes abonné, parce que peut-être que vous écoutez cet épisode parce qu'on vous l'a partagé dans l'application, par exemple Apple Podcast. Vous prenez le temps d'aller cliquer spécifiquement sur s'abonner, comme ça vous aurez les notifications quand de nouveaux épisodes paraîtront, comme c'est normalement le cas 2 fois par semaine. Et puis si jamais ce n'est pas déjà le cas, allez aussi vous abonner sur YouTube pour avoir les formats vidéo. Ça peut être aussi une plus-value pour vous. Merci infiniment en tout cas pour votre fidélité. Oui, j'en profite d'ailleurs pour vous remettre en avant l'épisode supplément de la semaine dernière que j'avais enregistré en janvier. J'ai un peu triché un petit peu, je l'ai diffusé quelques temps après son enregistrement. J'ai discuté avec Fanny qui est responsable sécurité en entreprise, et on a parlé un petit peu des enjeux de sécurité mentale, de santé mentale et de sécurité sur le plan psychologique, notamment dans le domaine du travail et à l'aune d'un univers hyper connecté comme celui qu'on connaît. Si jamais vous avez manqué cet épisode qui a été diffusé la semaine dernière, évidemment, allez l'écouter, il est dispo partout, sur YouTube, dans le podcast, absolument partout. Merci beaucoup également de vous abonner sur patreon.com/techcafé, à minima sur la version gratuite pour recevoir la newsletter. Et puis, bien évidemment, si vous en avez la possibilité et que vous êtes convaincu, à la partie payante, vous aurez accès au podcast sans la pub et aux quelques exclusivités qui vous seront diffusées. Et puis, vous avez aussi un immense privilège, c'est d'accéder gratuitement en un clic en allant sur techcafé.fr/Discord à une communauté de passionnés qui, comme vous, adorent Tech Café, ont probablement des centres d'intérêt assez proches et avec qui vous allez pouvoir discuter, donc entre vous et avec nous. Mais en plus, comme vous êtes allé au bout de cet épisode, moi j'ai un cadeau exceptionnel pour vous. Je vais pouvoir vous dire enfin, ou je vais même pouvoir inviter Guillaume à dire enfin où on le retrouve. Ah non, mais on va me retrouver sur le bon coin en train d'acheter des téraoctets de SSD pour les revendre beaucoup plus cher. Ah oui? Ah, tu serais de ce style-là, toi? Non, c'est pas vrai, je ferai jamais ça. Je peux pas, parce que j'arrive pas à revendre. Moi, j'achète des SSD, je les garde. C'est la mémoire. Oui. Ça peut toujours servir, la mémoire. Moi, j'arrive toujours à mettre quelque chose dedans. Hein. Oui, c'est vrai que cela dit, on a toujours des choses à mettre dedans, effectivement. Des barrettes de RAM, peut-être? Non, tu veux pas? Non, tu veux pas les barrettes de RAM, c'est pareil, je les garde. Ouais, oui, c'est ça mon problème avec mon mois de scalper, c'est que j'arrive à acheter, mais j'arrive pas à revendre. Tu as trop besoin de ce que tu achètes pour t'en débarrasser, et c'est très bien. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Twitch, sur YouTube et en direct chaque vendredi matin de 10h à midi, assez régulièrement en train de faire des petites parties de jeux vidéo le soir. Merci beaucoup pour votre fidélité, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.